Bonjour à tous. Effectivement, c'est matinal, mais bon, le sujet va sûrement attirer beaucoup de monde et c'est juste un timing de parking. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir à ce 25e salon de Millésime Bio. Et on essaye toujours de continuer à développer et à informer les consommateurs à travers les metteurs en marché. Donc aujourd'hui, j'accueille donc Florent Gull et Marc Arnaud qui représentent l'agence bio et Florent Gull qui en est le directeur. Par la suite, on aura un exposé sur ce qu'est le vin bio qui commence à devenir habituel, mais je pense qu'il est intéressant de rappeler les fondamentaux de la viticulture bio, ce qui sera présenté par Virgile Joly, qui est le président de la commission technique, et Valérie Plado, notre technicienne. Ensuite, on aura une vision plus précise de la réglementation au niveau viticole, présentée par le ministère, par Julien Viau, qui nous parlera également de la révision pour l'application en 2021. Ensuite, il y aura une explication également de Laurent Médori, représentant l'INAO, sur l'organisation de l'INAO et du CNAB. Et puis, on aura une présentation de l'étude de vente vin bio dans les Pays-Bas par Chris Alblas, et qui nous parlera qui est un expert en vin. Je vais vous dire quelques mots sur Sud Vin Bio. Sud Vin Bio est une association interprofessionnelle qui organise donc le salon Millésime Bio, mais qui a aussi une activité interprofessionnelle à travers une représentation technique, aussi bien sur le thème de la viticulture avec Nicolas Constant, que sur le thème de la vinification avec Valérie Plado. On a également une intervention sur la gestion des marchés que Valérie suit, où on a des indicateurs de marché pour pouvoir informer et construire le millésime chaque année. Donc on a une réunion qui se fait le mois d'octobre et une réunion qui se fait au mois de janvier pour pouvoir échanger avec les metteurs en marché, la situation des clients particuliers, voir l'évolution des marchés, grâce aussi à tous les chiffres que peut nous donner l'agence bio, qui nous sont précieux pour pouvoir un petit peu orienter les marchés. Surtout dans un marché comme le marché du vin biologique, qui ne s'arrête de progresser, qui a eu des tendances, on se rappelle, dans les années 95-2000 et les années 2000 à 2015, qui ont eu des évolutions plus ou moins importantes avec disons, des arrivées massives de volume, mais qui ont été acceptées par le marché. Et même aujourd'hui, on se retrouve, vous l'entendez, hein, et vous le voyez sur le salon Millésime Bio, avec des difficultés d'approvisionnement qui ne seront que passagers, j'espère, par rapport au climat, mais qu'il faut réorganiser et relancer une dynamique pour que les conversions reprennent une augmentation assez significative. Il y a des chiffres clés qui nous ont été donnés sur lesquels je m'appuie. Les 3 premiers pays producteurs, c'est l'Espagne, l'Italie et la France. Les Espagnols sont à 11% de conversion annuelle, les Italiens à 24%, et nous les Français, j'annonce 4, mais je pense que c'est plutôt 3, de conversion. Donc ça, c'est important. C'est un challenge à relever et de relancer cette conversion en donnant des réponses techniques, hein, puisqu'aujourd'hui, dans nos régions, la flavescence dorée est très très importante et la bio est un petit peu désarmée vis-à-vis de cette maladie. Donc je pense que c'est un frein. On a de Black Rot, on a des maladies sur lesquelles il faut que nous travaillons. Donc c'est ici également que cette information, il faut qu'on puisse la faire passer et qu'on mette des moyens importants pour travailler dans ce sens-là. La bio, c'est quelque chose qui se construit, c'est toujours innovateur, on a besoin d'évoluer et pour ça, il faut qu'on fasse de la recherche-développement. Voilà, je pense que je ne vais pas être plus long sur ce sujet-là et je vais te passer la parole, Florent. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Quelques mots, oui, pour redonner un petit peu notre actualité sur l'agence bio, en particulier sur les sujets que tu as abordés à l'instant de données, mais je vais balayer les trois types d'activités ou les 3 grands domaines d'activité de l'agence. On a un premier sujet qui est tout ce qui tourne autour de la communication justement sur la bio, les informations que l'on peut donner à un certain nombre de partenaires. En particulier, notre rôle, je dirais, est un peu plus par rapport à d'autres intervenants de la bio en France, d'être interlocuteur du grand public, si je puis dire, donc de viser une information la plus accessible possible. Et c'est pas toujours simple. Je plaisantais hier soir en racontant quelques conversations hier après-midi, notamment. Alors je sais pas ce que ça a donné finalement ce matin, mais il y avait une chroniqueuse de l'équipe de Jean-Jacques Bourdin sur RMC qui devait parler ce matin des vins bio et qui donc m'a appelé hier après-midi pour faire un point. Et c'est vrai qu'on sent bien qu'on a besoin d'avoir un discours
compréhensible de tous, parce qu'on part quand même souvent avec des images assez grand public, voilà, où la base c'est de dire, je vous le livre comme elle me l'a livré hier en début de conversation téléphonique. J'ai discuté avec mes voisins de bureau que j'entendais bien, puisqu'apparemment RMC c'est des open space très très bruyants, et ils m'ont dit que les vins bio c'est pas toujours bio et puis c'est pas très bon, voilà. Donc on partait de là comme question. Une fois que vous en êtes là, vous dites qu'effectivement on va pas parler tout de suite de l'effervescence dorée avec la journaliste en question. On va plutôt essayer de revenir aux bases sur pourquoi des consommateurs se dirigent vers les vins bio, qu'est-ce qui a changé effectivement en 15 ans en termes de motivation des consommateurs. Donc pour tout ça, dans ce volet communication, nous on s'appuie beaucoup sur les études consommateurs que l'on fait. On a depuis 15 ans un baromètre qui est plutôt qu'on appelle quantitatif, c'est-à-dire où on interroge 1 millier de Français. Et cette année, par exemple, on y a rajouté un volet qualitatif pour aller plus loin sur certaines questions justement de perception des consommateurs, puisque on se dit on a de nouveaux consommateurs en bio en général et en vin en particulier d'année en année. Pourquoi est-ce que des gens aujourd'hui arrivent à la bio? Est-ce que c'est les mêmes motivations qu'il y a 15 ans? Est-ce que c'est les mêmes consommateurs ou pas? Pour éviter les caricatures, parce qu'à l'inverse, moi je trouve qu'on entend trop facilement le fait de dire les consommateurs qu'on a, la plupart d'entre nous étaient depuis 20-30 ans en bio, auraient été des consommateurs très militants, etc. Et aujourd'hui, on aurait des consommateurs un peu, je sais pas comment dire, un peu opportunistes, un peu. Et je crois pas du tout. Moi, je suis persuadé que les gens, par exemple, qui commencent aujourd'hui à consommer des produits bio, y compris des vins bio, par exemple en grande distribution, et qui sont au début de leur acte d'achat de consommateurs bio, c'est aussi un acte assez fort dans le sens où ils sont dans un rayon de supermarché, ils ont des produits bio et non bio, et ben ils vont attraper un produit bio qui est souvent plus cher que le produit non bio. Donc je trouve que c'est un acte aussi important à noter et que cette évolution elle est forte. Donc sur la communication, c'est principalement ça. Deuxième sujet sur lequel on intervient, c'est ce qu'on appelle la structuration des filières, en particulier en gérant une subvention pour le compte du ministère de l'Agriculture qui s'appelle le Fonds Avenir Bio, qui nous permet d'aider l'émergence de projets où on va retrouver tous les acteurs d'une filière, voire parfois de plusieurs filières ensemble, depuis les producteurs, les transformateurs jusqu'à la distribution. En particulier parce qu'on se rend compte dans toutes les filières, et le vin ne fait pas du tout exception, bien sûr, que s'il n'y a pas les solutions de transformation, de stockage et de logistique présentes sur le territoire, évidemment, les agriculteurs vont pas passer en bio. La question n'est pas qu'une question des aides publiques, même si elles sont primordiales, bien sûr, pour les producteurs. La question numéro 1, en général, c'est la question de qu'est-ce que je vais faire de ma production? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut collecter ma production, la transformer, etc. Si on change de filière et si on parle, par exemple, des grandes cultures, des céréales, depuis quelques années, on a une évolution intéressante sur les céréales bio. Alors, ça reste marginal, évidemment, en termes de pourcentage de la SAU française en céréales tout court, mais ça s'est beaucoup fait parce que, justement, il y a des endroits maintenant où on va trouver des silos de stockage de céréales bio, alors qu'avant, on n'en avait quasiment pas, que c'était du stockage à la ferme et que ça permet pas de passer à une échelle suffisante. Donc, on intervient beaucoup sur ces projets-là. Et enfin, troisième sujet, mais tu l'as déjà beaucoup évoqué, c'est toute la question des données de la bio. On a la chance d'être en même temps l'organisme français de notification, c'est-à-dire qu'on connaît, si je puis dire, en temps réel les professionnels qui sont en bio en France, puisque c'est la première chose que vous faites quand vous passez en bio. On était par exemple en fin juin dernier avec 52 000 professionnels en France qui travaillent en bio, dont 36 000 agriculteurs, les autres étant des transformateurs, des distributeurs, des importateurs, enfin tous les gens qui ont besoin d'être contrôlés en bio. Toujours pour vous donner quelques chiffres, mais qui permettent de remettre un peu les choses peut-être en place. Donc ces 36 000 agriculteurs, ça fait quand même 8% des agriculteurs français, puisqu'on parle souvent en surface agricole, mais c'est bien aussi de parler en nombre de fermes. Puis pendant qu'on y est, ça fait presque 11% de l'emploi agricole français. Donc ça montre bien le poids important de la bio sur ces critères de nombre de fermes et d'emploi. C'est aussi un autre chiffre que je trouve intéressant, c'est que sur ces agriculteurs en bio, il y en a presque un quart qui n'est pas exclusivement en bio, qui a certains ateliers dans sa ferme en bio et d'autres en conventionnel. Aussi parce que on a un tiers aujourd'hui des surfaces agricoles menées en bio qui sont encore en conversion. Donc on voit bien qu'on est dans la pleine période de dynamique de la bio et que du coup ça inclut aussi des agriculteurs qui sont en train de passer progressivement du conventionnel à l'agriculture biologique.
on sait que ce parcours est long et compliqué et que c'est important de l'accompagner sur la durée. Donc je pense que ces chiffres sont assez significatifs. Alors sur ce troisième sujet qui est encore une fois au cœur de ce qu'on va raconter ce matin, les données, ce qui est important, c'est qu'on essaye d'anticiper, je dirais, le développement de l'agriculture biologique en faisant en sorte que demain, les outils qu'on peut mettre à disposition des professionnels et des régions soient plus dynamiques et plus opérationnels. On va donc développer un système d'information, comme on dit aujourd'hui en bon français, open data, permettant finalement à beaucoup plus de structures, dont France 20 Bio par exemple, de pouvoir accéder, j'allais dire en temps réel, aux données que l'on peut produire, alors qu'aujourd'hui on passe par des processus où c'est nous qui devons gérer la base de données qui est un peu centrale. Donc ce projet il est important parce qu'il permettra aussi d'intégrer les informations qui viennent des régions. Je pense en particulier bien sûr à ce que tu abordais tout à l'heure, c'est-à-dire les difficultés techniques. Il faut qu'on puisse rajouter des données dans ce système d'information pour savoir par exemple pourquoi il arrive, même si ça reste assez marginal, mais néanmoins intéressant, pourquoi il arrive que des agriculteurs qui étaient en bio, et en particulier en viticulture, arrêtent de travailler en bio. Alors il y en a une grande partie d'entre eux parce qu'ils arrêtent tout simplement d'être agriculteurs ou viticulteurs et parce qu'ils prennent leur retraite, mais il y a aussi des gens qui arrêtent l'agriculture biologique pour revenir en conventionnel, et ça, il faut qu'on arrive à savoir précisément ce qui se passe. Est-ce que c'est des raisons techniques? Est-ce que c'est des raisons économiques? Est-ce que c'est un mélange des deux? Et ça, clairement, c'est un sujet qui ne peut pas être abordé au niveau national, ça n'a pas de sens, il faut que ça soit mené dans chaque région. L'an dernier, il y avait eu un travail assez poussé qui avait été fait en Languedoc-Roussillon, donc sur l'ex-région Languedoc-Roussillon, justement auprès de chacun de ces agriculteurs qui réellement étaient passés de bio à conventionnel, pour aller expertiser en les ayant tous au téléphone, en disant voilà, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que pourquoi vous avez fait ce choix-là, etc. Et là, on arrive à des résultats intéressants qu'on peut faire remonter après dans une base nationale. Donc cet élément n'y peut être que géré au niveau local, et on va le faire en sorte que dans le futur système d'information, il y ait des remontées comme ça d'informations qui viennent vraiment des régions pour que demain on soit capable de faire des analyses beaucoup plus poussées sur la prévision finalement de développement de la bio. C'est ça l'enjeu, bien sûr. Vous avez entendu, je pense, depuis plusieurs mois, toutes les discussions autour des moyens que l'État, les régions, l'Europe devaient ou pouvaient mettre en place pour aider le développement de l'agriculture biologique. On va en reparler de façon très forte dans le mois qui vient, puisque des annonces vont être faites au Salon de l'agriculture par le gouvernement sur ces questions-là. Donc il faut qu'on ait un outil pour éclairer ces décisions. Les données qu'on a aujourd'hui le permettent déjà en partie, mais il faut vraiment qu'on monte en excellence là-dessus. C'est l'enjeu pour nous numéro 1 de l'agence bio dans les, je dirais, 5 à 10 ans à venir, c'est d'être capable de gérer un système d'information beaucoup plus opérant pour prendre des bonnes décisions auprès des collectivités, de l'État, de l'Europe, mais aussi bien sûr des opérateurs économiques sur le terrain qui ont aussi des choix d'investissement à faire et qu'il faut éclairer de la même façon. Voilà. Bonjour à tout le monde, donc Virgile Joly, vigneron à Saint-Saturnin. Donc là, l'idée c'est justement de faire un rappel des fondamentaux. Puisque suite à votre expérience d'hier, vous voyez qu'il y a pas mal de choses malgré tout à continuer à dire. Cette conférence, qu'est-ce qu'un vin bio, l'idée, il y a plus de 10 ans maintenant, où les questions étaient encore plus importantes sur ces sujets-là. Et plus de 10 ans après, on se rend compte que les messages restent essentiels, il faut les rappeler. Une des questions, c'était de se dire, mais les gens, dans l'idée des gens, le vin, c'est un produit qui est naturel. Et quelque part, qu'est-ce qui les amène à penser ça? Et du coup, pourquoi un vin est bio par rapport à un vin naturel? C'est quoi la différence? Et en fait, on s'est rendu compte que si on reprend la définition reconnue au niveau international, la définition du vin au niveau international, donc c'est la boisson résultante de la fermentation alcoolique complète ou partielle du raisin frais, foulé ou non, ou du mou de raisin. Et effectivement, on se rend compte que cette définition-là fait du vin un produit naturel. Après, ceci dit, on a tout un process à la vigne. Il faut produire le raisin et après, il faut le transformer en vin. Et là, on a l'intervention de l'homme qui est importante parce que si le vin, on le laisse faire, si on met le raisin dans une cuve, ça va faire du vinaigre. On est tous d'accord là-dessus. Donc, on va essayer de rapidement, puisque la matinée est chargée, de vous rappeler les fondamentaux de la viticulture bio sur la partie donc agricole et puis ensuite sur l'œnologie. Ça va aller assez vite, donc c'est
Soyez attentifs. Et après, je ferai un témoignage et quelques questions. Vous avez une plaquette qui est très très bien faite pour reprendre toutes les infos qui vous sont données là. Donc la plaquette vous permettra de poser les choses. Donc bonne écoute. Merci. Voilà, donc le vin bio, suite à cette définition du vin, le vin bio aujourd'hui, donc c'est une réglementation européenne. Donc on a déjà une réglementation sur le vin, qui est un règlement européen sur l'organisation commune du marché vitivinicole, donc qui définit des règles sur la filière et notamment sur des pratiques œnologiques. Le bio, c'est également, ça va se superposer, si vous voulez, sur cette réglementation vin européenne, et c'est également une réglementation européenne. Donc depuis 1991, ce règlement il encadre la production, la transformation, la distribution, l'importation des produits, mais aussi le contrôle, la certification, l'étiquetage. Ça veut dire que vraiment tout est encadré, de la vigne jusqu'au verre, puisque depuis 2012, on a des règles aussi sur la vinification, sur la transformation, qui viennent compléter le règlement européen. Alors, pour accéder à ce label bio, on a besoin d'une phase de conversion de 3 ans pour les cultures pérennes, donc avec un engagement de 5 ans maximum sur une exploitation pour tout engager en bio. Donc pendant cette phase de conversion, le producteur, l'opérateur a exigence de respecter tous les éléments de la réglementation bio en production et en transformation. Et il ne pourra valoriser en fait ce processus qu'à partir de la 2e année de conversion. Alors là, si j'arrive, voilà, parfait. Voilà, donc en première année de conversion, on ne pourra pas revendiquer une appellation relative à la conversion. Par contre, ça pourra se faire en 2e et 3e année de conversion, où les produits pourront être étiquetés produits en conversion vers l'agriculture biologique. Donc au bout de 3 ans de conversion, on accède au label bio, donc avec un étiquetage, donc pour notre filière, vin bio, et les logos qu'on reverra après. Alors, au niveau de la conduite de la vigne, quelques éléments importants. Donc, la viticulture bio, c'est 0 produit chimique de synthèse, donc 0 pesticide de synthèse, 0 produit de traitement des maladies de synthèse, 0 herbicide, quelle que soit l'origine des herbicides. Donc on travaille en anticipation, avec des pratiques mécaniques pour essayer de pallier les problèmes maladies ou gestion des mauvaises herbes. Et si nécessaire, on utilise des produits, donc soit de traitement, soit des fertilisants d'origine naturelle. Donc ça a effectivement un impact aussi, on en parlait tout à l'heure, sur l'emploi, un besoin de main-d'œuvre aussi qui est un petit peu plus important. Au niveau des pratiques de vinification, il y a 4 points clés, si on veut résumer. Premier, c'est l'utilisation de 100% d'ingrédients agricoles bio, donc les raisins, qui doivent être bio, bien sûr, donc 100% des raisins bio, et selon les types de vinification, sucre, alcool ou concentré rectifié par rapport au process de spécificité de vinification. Donc certaines pratiques physiques de vinification sont interdites, par exemple la désalcoolisation, des filtrations trop fines. Il y a également une liste d'intrants œnologiques définie. Donc tout intrant qui n'est pas listé est de ce fait interdit, donc qui est plus restrictif que les pratiques en conventionnel. Et enfin, on a des limitations des niveaux des sulfites dans les vins, donc les sulfites sont autorisés en bio. Par contre, les niveaux de ce qu'on appelle de SO2 totaux dans les vins commercialisés sont inférieurs au niveau des conventionnels. Alors, un point important sur le contrôle et la certification, puisque c'est vraiment ça la garantie de ce label. Donc le système de contrôle et de certification est défini dans le cadre du règlement européen. Après, c'est à chaque État membre, autorité compétente, de le mettre en place. Donc, il porte sur l'ensemble de la filière, donc c'est certifié du raisin au verre. En France, donc les autorités en gestion de l'agriculture biologique, le ministère en charge de l'agriculture et l'INAO délèguent le contrôle et la certification donc à des organismes certificateurs privés, indépendants, agréés donc, par ces pouvoirs publics et également accrédités selon des normes de contrôle. Donc le système est carré pour effectivement apporter une garantie maximale de ce logo AB. Il y a un contrôle obligatoire annuel et un plan d'analyse de risque qui définit s'il y a besoin de suivi plus poussé dans certaines conditions de production.
Donc, quel que soit l'organisme de certification, la certification bio est la même hein, dans tous les pays européens, pour tous les opérateurs de tous les pays européens. Alors, comment reconnaît-on un vin bio hein? Vous avez 3 halls d'exposition avec toutes des bouteilles certifiées bio. Donc, qu'est-ce que vous retrouvez sur l'étiquette d'un vin bio si on regarde à la loupe? Donc, vous avez des mentions qui sont obligatoires. Donc, vous allez retrouver l'insigne vin bio en bas de l'étiquette qui va être accompagné systématiquement du logo bio européen qui garantit que ça respecte cette réglementation européenne. En France, le logo AB n'est pas obligatoire, mais est très reconnu au niveau français. Donc, vous pouvez le retrouver à côté du logo européen. Je voudrais insister sur un point important qui est l'origine des matières premières. Qui, dans notre système de contrôle et certification, on a obligation de mentionner l'origine des matières premières. Donc, le nom du pays peut être affiché si au moins 98% des matières premières agricoles en sont originaires. Voilà. Donc, des producteurs de vins français, vous retrouverez la mention Agriculture France, producteur espagnol, agriculture espagnole. Et ça, c'est un point aujourd'hui très important aussi qui va en plus de l'éthique bio, hein, de voir l'origine des produits qu'on achète. Voilà, donc cette mention, vous la retrouvez sur l'étiquetage. Alors, quelques repères par rapport aux vins bio, donc notamment les vins en biodynamie. Donc, le vin biologique, c'est une réglementation européenne. La biodynamie, il existe des cahiers des charges privés, internationaux, mais il y a de toute façon un préalable d'être certifié bio avant de faire une démarche en biodynamie. La biodynamie, il y a 2 associations qui gèrent ces pratiques en biodynamie. Je ne reviendrai pas sur le fond technique de la biodynamie. Il y a une conférence cet après-midi dessus, je vous invite à y participer. Donc il y a Déméter et Biodivin. Il y a un système de contrôle et de certification pour l'attribution de cette certification en biodynamie. Hein. Donc, des personnes qui sont des producteurs en biodynamie se font certifier, contrôler pour pouvoir utiliser les mentions biodynamie et doivent être bio au préalable. Alors, quelques notions aussi, quelques mentions dont on parle, et pour ne pas confondre avec donc, la certification vin bio. Tout d'abord, les vins qu'on va dire dits nature ou naturels. Donc, un point important, l'utilisation du terme vin dans les formules nature ou naturelle ne peut s'employer. Hein. Ça a été évalué par la DGCCRF que ce terme peut prêter à confusion par rapport aux produits. On en revient un petit peu à la définition initiale du vin, hein, qui est déjà un produit assez naturel. Donc, on voit aujourd'hui, on parle beaucoup de vin nature ou naturel. On sent qu'il y a un réel besoin de clarification et d'identification de ces produits que l'on voit, qui sont mis en avant, et du travail qui est fait dessus. Donc aujourd'hui, l'INAO travaille dessus pour essayer d'avoir une définition de cette vinification naturelle ou sans intrants, pour essayer donc d'avoir un statut réel de ces produits. On parle également de vin sans sulfite ajouté. Hein, aujourd'hui, on en demande beaucoup hein, par rapport au caractère allergène des sulfites. Donc cette mention, j'ai marqué bien en rouge ajouté. On ne peut pas parler de vin sans sulfite. Il peut toujours y avoir des sulfites. Les levures produisent naturellement des sulfites. Donc c'est difficile de dire qu'il n'y a aucun sulfite dans un vin. Donc la mention utilisable, ça va être sans sulfite ajouté. Par contre, ce n'est pas forcément lié au bio, puisque le bio autorise les sulfites. Ça peut être des vins bio, des vins conventionnels, des vins en biodynamie. C'est une mention supplémentaire. À condition que l'opérateur n'utilise pas des sulfites en vinification. Voilà. Par contre, quoi qu'il en soit, si les niveaux de SO2 totaux sur les vins commercialisés sont supérieurs à 10 mg par litre, il y a une réglementation dessus qui oblige de mettre la mention « contient des sulfites ». Alors, des vignerons qui travaillent sans sulfite, comment pourrait-il avoir des niveaux de sulfite totaux supérieurs à 10 ? On en revient effectivement, cette production naturelle par les levures qui fait qu'on peut être, même en travaillant sans sulfite ajouté, avoir des niveaux qui soient supérieurs à 10 mg par litre. Donc la mention reste obligatoire. Enfin, les vins végans.
Donc, les produits végans sont des produits qui dans leur transformation, n'utilisent pas d'ingrédients, d'intrants d'origine animale. Donc, en œnologie, on a notamment des cols pour la clarification des vins qui sont d'origine animale. Hein, la fameuse collage au blanc d'œuf, ben, c'est d'origine animale, donc c'est pas végan, même si ça paraît très très naturel. C'est deux notions différentes. Il y a la caséine, donc la gélatine, l'albumine. Donc, des produits végans ou des vins végans qui se veulent végans ne vont pas utiliser ces intrants-là. Alors, c'est pas lié au bio, c'est encore autre chose. Je pense que vous en avez vu sur le salon. Par contre, il n'y a pas forcément de certification par un organisme indépendant. Hein. Il y a plusieurs associations qui proposent des contrôles des intrants pour l'usage de leur logo végan aujourd'hui pour ce type de production. Voilà, donc en résumé, le vin bio, et vous retrouverez tous ces éléments donc, sur la plaquette pour entrer un peu plus dans les détails. Donc c'est une réglementation européenne. Ce sont des produits qui sont contrôlés, certifiés. Il y a une réelle garantie sur ce logo feuille, donc sur l'ensemble de la filière. Donc aucun produit de synthèse, pas d'OGM, aucun herbicide, quelle qu'en soit l'origine. Des limites de sulfite inférieures au conventionnel, autorisées, mais inférieures au conventionnel. Un respect de la matière première et donc l'élément final et qui est le plus important, un impact positif sur l'environnement, la santé et l'emploi. Voilà pour cette présentation de cette définition. Je laisse la parole à Virgile qui va nous faire un petit témoignage comme producteur bio. Bon, est-ce que ça va? Oui. Donc, je vais faire un témoignage sur pourquoi est-ce que quand on est un agriculteur, on passe en bio, en viticulture. Et après, on prendra quelques questions, comme ça on pourra un petit peu discuter avec vous et approfondir ou éclairer quelques points qui vous intéressent. Donc moi, un rappel rapide, moi à la base je suis œnologue, j'ai démarré mon exploitation en 2000 et de suite en agriculture biologique, donc Viti, en agriculture biologique et de suite certifié. Donc on se replace quelques années avant et c'est vrai que le vin bio à l'époque n'avait pas l'engouement qu'il connaît aujourd'hui, la consommation de produits bio n'avait pas cet engagement-là. Donc pourquoi est-ce qu'à l'époque et pourquoi aujourd'hui, un petit peu, quels sont les moteurs d'un viticulteur pour certifier en agriculture biologique? Je pense, en tout cas pour mon cas, une des choses, c'est il y a le respect de l'environnement, il y a une vision de qualité, il y a aussi que globalement, on sait que les produits chimiques de synthèse pour la santé posent des vraies questions. Et puis, en tant qu'agriculteur, c'est nous qui sommes les premiers exposés. Donc, je dois avouer qu'une des premières raisons, c'était mon exposition, l'exposition de mes enfants à tous ces produits avec lesquels j'allais être en contact. Et derrière, c'est aussi le bénéfice pour le consommateur, c'est qu'on ne retrouve pas tous ces produits de synthèse dans l'aliment. Ça, c'est vraiment les moteurs. Le côté à l'époque, marché, attractivité du marché n'était pas importante. Aujourd'hui, c'est vrai que ça doit aider des agriculteurs à se convertir en agriculture biologique, des viticulteurs, par rapport à ce marché qui en plus est en demande, qui se développe, puisqu'on est à plus de 20% par an depuis plusieurs années. Mais ça, les chiffres vous seront redonnés plus tard. Après, il y a la question de, ok, je peux être en bio et ne pas être certifié. Donc pourquoi on se certifie? On se certifie parce qu'aujourd'hui, quand même, vous avez vu toutes les garanties que ça va apporter pour le consommateur. C'est facile de dire je travaille en bio, en biodynamie, je fais des vins de nature. Mais à un moment donné, ça n'engage que moi. Là, aujourd'hui, ça n'engage pas que moi. Je vais suivre un cahier des charges européen. Donc ça, c'est vrai que c'est lourd. De notre côté, la contrepartie, c'est que j'ai une labellisation avec des logos qui actuellement sont connus et reconnus par le consommateur. Et ça donne une garantie au consommateur. Et moi, si vous voulez, je peux me concentrer sur expliquer mon exploitation, mes vins, sur d'autres critères. Celui-là, il est acquis. On sait que je suis bio, on sait qu'il n'y aura pas de produits chimiques dans les vins et qu'il n'y aura pas aussi d'OGM. C'est un peu les deux grandes notions, pas d'OGM, pas de produits chimiques.
Ensuite, aujourd'hui, et c'est un petit peu quand on parle de vin biodynamique, il y a une conférence cet après-midi. L'idée, c'est, moi, ça fait plus de 15 ans maintenant que je suis en agriculture biologique, donc c'est un travail que je maîtrise bien, et c'est comment on va plus loin. Donc le plus loin, il y a des gens qui trouvent des solutions dans la biodynamie, il y a des gens qui trouvent des solutions nous, sur l'exploitation, on a travaillé énormément sur la biodiversité, avec en plus la volonté d'impliquer nos voisins pour essayer de les amener sur des techniques un peu plus vertueuses sur notre territoire. Saint-Saturnin, c'est une appellation village. Donc on a réussi à ce que tous les producteurs utilisent des techniques bio pour lutter contre un ravageur qui est un insecte, les vers de grappe. Donc c'est-à-dire que sur plus de 400 hectares aujourd'hui, conventionnel ou bio, tout le monde utilise une technique qui est bio. Et donc on économise 3 traitements insecticides par an sur l'ensemble du vignoble. Et là, l'idée, elle est effectivement d'essayer de convaincre des gens d'aller vers des techniques bio. Et nous, sur l'exploitation, c'est la biodiversité. On entend parler d'HVE. Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à cette conférence qu'on faisait il y a 15 ans, où les choses ont évolué, l'attractivité du marché est importante, les agriculteurs sont de plus en plus enclins à se développer en bio. La conférence, il faut avouer, à l'époque, la réponse à qu'est-ce qu'un vin bio, c'était qu'un vin bio n'existait pas, puisqu'on avait les vins issus de raisins bio. Voilà, il y a tout un chemin qui a été fait. Donc maintenant, le vin bio et sa réalité n'est plus à démontrer. Est-ce que vous avez quelques questions? Est-ce qu'il y a quelques sujets sur lesquels vous aimeriez revenir? Pour Valérie, sur les aspects plus réglementaires Oui. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question sur la question des charges. On dit souvent que le bio coûte beaucoup plus cher, mais moi, je voudrais savoir si vous avez évalué ce qui est la somme totale quand on achète des produits chimiques ou des produits de synthèse par rapport au coût du travail, parce que voilà, c'est pas très clair. Ouais. Alors, en fait, le truc, c'est qu'en bio, souvent, on a des produits qui vont avoir une efficacité qui est différente et qui sont lessivables. Comme c'est des produits naturels, une pluie, le produit est par terre. Donc, on a besoin de techniques prophylactiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en amont des maladies. Moi, sur mon exploitation, par exemple, on va effeuiller. Donc, si on est une année avec de l'humidité, cet effeuillage va faire qu'il y aura moins de pression sur le milieu. Si je n'ai pas fait cet effeuillage et que j'ai de l'humidité, j'ai plus de pression. Par contre, je ne sais pas avant, est-ce que j'aurai de la pression ou pas. Donc il y a des travaux comme ça qu'on va être obligé de faire sans savoir. Donc ça, c'est déjà tous ces travaux prophylactiques qu'on fait en amont pour réduire la biodiversité, c'est aussi ça. Quand tu mets des nichoirs pour les chauves-souris pour réduire la pression d'insectes, tu le fais en amont. Tu ne sais pas si la pression, elle sera bonne ou pas, enfin, elle sera importante ou pas. Voilà. Donc ça a été évalué de l'ordre de 20 à 30%. L'ensemble des process fait qu'il y a entre 20 et 30% de plus de surcoût. Et une grosse partie de ce surcoût est liée à de la main-d'œuvre en plus. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un impact sur l'emploi. Ok, mais ça ne répond pas à la question que je t'ai posée, à savoir, en face, on dit souvent en conventionnel, c'est moins cher qu'en bio parce qu'il y a du surcoût dans les charges de travail. Mais en conventionnel, quel est le gain, puisqu'on exclut l'achat des produits chimiques et de synthèse, quelle est la facture? C'est-à-dire que là où ça coûte peut-être 30% au coût du travail, est-ce que ça coûte pas? Est-ce qu'on s'y retrouve pas en évitant d'acheter un certain nombre de produits chimiques et de phyto? Ah non, parce que cette évaluation, elle est sur l'ensemble des pratiques, en incluant les phytos, toutes ces choses-là. D'accord, c'est des études qui ont été globales sur l'ensemble de l'exploitation, qui ne considèrent pas que la main-d'œuvre. Mais par contre, dans le surcoût de la charge, une partie, c'est la main-d'œuvre. Pour compléter aussi, il n'y a pas de... Malheureusement, à ce stade, on n'a pas d'études générales. Par contre, l'an dernier, ça avait été présenté en 2016 au salon Tech et Bio à Libourne, donc en juillet 2016, une étude qui avait été faite sur le département de la Charente, alors certes qui était sur les exploitations bio et conventionnelles du département, de façon assez exhaustive. Et donc, effectivement, dans l'étude, c'était vraiment l'examen du compte d'exploitation viticulteur par viticulteur. On faisait apparaître, cette étude faisait apparaître en termes
d'économie pour un agriculteur en bio, effectivement, la réduction du coût des intrants. Hein, et en facteur de dépenses supplémentaires, il y avait la main-d'œuvre, il y avait une plus grande mécanisation, passage plus fréquent, enfin c'est ce que tu évoquais à l'instant, et des rendements plus faibles. Et donc une fois qu'on faisait la balance entre les deux, ils avaient fait un truc intéressant, je trouve, pour quantifier, c'est qu'ils avaient ramené ça au prix bouteille sorti de chez. Et il y avait, en l'occurrence, encore une fois, c'est vraiment une étude qui n'a pas vocation à être automatiquement transposée, mais elle était intéressante. On arrivait à un prix bouteille sorti de chez en conventionnel à 3 € versus 3,50 € en bio. Et ce qui est intéressant là-dedans, bien sûr, après, c'est de suivre ces deux bouteilles, si je puis dire, entre le chai et le consommateur, pour voir, et ça, on l'a pas encore, et ça va être un travail qu'on va faire de façon plus générale qu'on va essayer de monter avec notamment France Agrimaire pour l'Observatoire des prix et des marges, pour aller regarder, évidemment, de plus près ce qu'on présuppose quand on va dans un rayon de supermarché, c'est est-ce que ces 50 centimes, ils restent à peu près constants, ou est-ce qu'au contraire, le commerçant et voire les intermédiaires entre-temps se disent on est sur un produit qui va bien se vendre, parce que les consommateurs bio, il y en a de plus en plus, qu'ils sont identifiés comme étant peut-être des gens qui ont un peu plus de moyens, etc. Et que finalement, lorsque cette bouteille à 3 € de conventionnel va finir autour de 8-9 € dans un magasin, un hypermarché, est-ce que la bouteille, s'il est à 9 € le conventionnel, est-ce que le bio va être à 9,50, à 10 ou plutôt à 15? Et on présuppose un tout petit peu la réponse, mais pour l'instant, on n'a pas d'éléments jusque-là. Et ça, je pense que c'est vraiment primordial. Ça rejoint l'étude qui est sortie en août dernier, en août 2017, qui avait été faite par UFC Que Choisir sur les fruits et légumes frais bio en grande distribution. Mais encore une fois, dans la même étude, il était aussi pointé que les autres réseaux de distribution, en particulier les magasins bio, n'étaient pas forcément toujours exemplaires non plus sur ces questions. En gros, de dire est-ce qu'on ne reporte que des marges techniques qui sont plus importantes, ou est-ce qu'il y a un surcoût? Et le président du UFC, je me rappelle, est encore intervenu il n'y a pas longtemps dans un colloque où nous étions, en disant il y a une différence entre le fait de progresser sur une marge constante, donc les fameux 50 centimes dont je parlais tout à l'heure, ou d'appliquer ne serait-ce déjà que des taux de marge qui seraient les mêmes, c'est-à-dire en disant, là il y a entre 3 € et 3,50 €, ça fait un sixième de plus. Rien que le fait de reporter à la fin, si vous avez une bouteille, comme je disais, qui va être à 9 €, ça fait déjà un effet mécanique plus fort sur le prix consommateur, sans parler encore une fois du fait qu'en général, en tout cas ce qu'on constate les uns et les autres en se promenant dans des rayons où il y a les deux types de vins, que la marge, elle n'a pas simplement été la même en pourcentage, qu'elle a carrément été plus importante, parce qu'encore une fois, il y a une demande très forte sur les produits bio, et que peut-être ça exagère tout le long de la chaîne. Donc ça, il faut vraiment qu'on arrive à l'appréhender, mais c'est pour compléter votre question, il y a bien la question sortie de chez, et après il y a ce que va payer le consommateur, sachant qu'encore une fois, mais Marc Arnaud le montrera dans quelques minutes, on a la chance en vin bio d'être quand même sur une consommation assez importante en vente directe, puisque vous verrez, il y a presque 40% des vins bio qui se font en vente directe. Donc finalement, c'est peut-être aussi une des réponses de dire peut-être qu'il faut justement ne pas aller trop loin vers le fait de laisser un certain nombre d'intermédiaires et le distributeur final faire des marges qui ne sont plus proportionnelles à un moment donné à la réalité, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? Je vais peut-être poser une question de type discussion de bureau open space. Vous avez parlé, ou j'ai entendu que le vin nature ou naturel réglementairement n'existe pas. Et cependant, dans une conférence sur le vin bio, on en parle presque comme un possible segment de marché. En tout cas, il est mentionné. Est-ce qu'on a des données à la fois sur un plan quantitatif, sur ce que pourrait représenter ce vin nature ou naturel, et sur un plan qualitatif, sur les motivations des consommateurs à acheter un vin dit nature ou naturel? Alors sur les deux questions, parce que effectivement les deux sont importantes. D'abord sur les segmentations, on n'est pas toujours tous d'accord dans le domaine de la bio en général entre nous sur ces questions-là, donc je vais effectivement l'évoquer de façon très libre. C'est un peu l'objet de cette conférence, de toute façon, de se dire les choses clairement. Moi je pense que de toute façon, dans le développement d'une agriculture biologique et de ses produits auprès des consommateurs, la segmentation, elle est incontournable. On ne peut pas, enfin, n'importe qui travaille dans ce domaine de la vente, à un moment donné, on ne peut pas dire demain, si on a la chance, et moi je l'espère évidemment, d'arriver à ce que les produits bio dans
les magasins et dans la consommation des Français passe demain, je sais pas moi, 15, 20, 30% de la consommation. Aujourd'hui, c'est 4%, hein, à peu près 4,5 peut-être fin 2017 quand on aura fini nos calculs. Mais on en est là aujourd'hui. Hein. On a l'impression que la bio est partout. Ça représente un marché de 8 milliards d'euros rapporté à peu près aux 170 milliards que les Français consomment tous les ans pour se nourrir. Donc vous voyez que ça reste quand même faible. Donc imaginons que demain on passe à beaucoup plus. Moi je pense que la segmentation est incontournable. On ne peut pas dire, on est tenté nous de temps en temps, alors encore plus mon voisin de gauche Julien Viau, quand on travaille sur les aspects réglementaires, de dire le cadre réglementaire tel que vous l'avez présenté tout à l'heure dit tous ces produits bio respectent bien le même règlement, sauf qu'encore une fois on sait bien qu'à l'intérieur de cela il y a des gens qui font des démarches qui vont plus loin, soit sur la qualité du produit, soit sur la démarche de contractualisation avec les agriculteurs, enfin on pourrait l'origine des produits, enfin, etc. Justement la bonne rémunération des gens qui travaillent, d'ailleurs pas que les producteurs, tout le long de toute la chaîne, enfin voilà, tous ces éléments-là peuvent donner lieu aujourd'hui à des cahiers des charges privés pour certains, à des éléments, on a parlé de la biodynamie tout à l'heure qui est très intéressante, donc c'est vrai que sur la question vin nature, pour l'instant, ce cadrage-là, il existe peu, mais vous l'avez bien reformulé dans votre question, dans la présentation qui a été faite, on voit bien que c'est tentant quand même de dire il y a des choses là-dessus, sur le vin sans sulfite, etc., de pouvoir répondre à cette demande des consommateurs. Ça, c'est le côté positif de la segmentation. Le côté négatif est le fait de dire les consommateurs ne s'y retrouveront plus. À un moment donné, il y a plein d'étiquettes. Déjà, comme on le sait, enfin, en tout cas, quand on discute avec des gens qui sont moins avertis que probablement que les gens dans la salle sur le vin, déjà, pour un consommateur lambda, si on ne parle même pas de bio, si on parle de vin tout court, il y a plein de gens qui sont perdus. Hein. Une fois que c'est plus de savoir si c'est rouge, blanc ou rosé, une fois qu'on a passé ce cap-là de dire les AOP, les AOC, il y a plein de gens. Enfin, promenez-vous dans des rayons de supermarché et regardez que certains consommateurs. Alors moi, comme je mesure presque 2 mètres, il y a des consommateurs qui aiment bien m'utiliser pour aller attraper les bouteilles qui sont en haut. Donc ça m'arrive souvent d'avoir des gens qui me disent vous pouvez m'attraper. Du coup, j'en profite pour discuter en disant mais vous cherchez quoi comme vin. Enfin, je fais mon caviste parce que c'est sans doute un vieux rêve de faire ça dans la vie. Du coup, j'en profite. Mais on se rend compte, oui, qu'il y a des gens qui viennent acheter une bouteille de vin et j'exagère pas et c'est pas du tout péjoratif dans ce que je dis, hein, mais qui pour eux, la question c'est de dire voilà, il me faut une bouteille de rouge, quoi. Et c'est à peu près la question de savoir une différence entre un vin de Bourgogne et un vin de Bordeaux. Je vous assure qu'il y a la grande majorité de la population française qui ne fait pas ce différentiel-là, qui n'a pas cette connaissance. Donc en plus, on rajoute 3, 4, 5 étiquettes différentes correspondant à la bio, c'est sûr que le sujet est là. Donc j'ai pas de réponse moi, entre les deux, je pense que la segmentation est inévitable et qu'en même temps, il faut éviter qu'il y ait une perte de repères, parce qu'au bout d'un moment, il y a effectivement le risque de consommateurs disant tout ça, j'y comprends rien, donc en final, je vais continuer à prendre des vins qui ne arguent pas de choses, ou au contraire de vins qui argueraient, comme encore une fois c'est un peu le cas pour l'instant des vins nature, de choses qui ne sont pas cadrées et qui ne sont pas vérifiables. Donc faut qu'on travaille à des choses de ce type-là, mais encore une fois sans renoncer au fait de dire ça peut être important de montrer que tout n'est pas équivalent non plus dans la production de vins bio et qu'on peut noter des différences avec un système que je n'ai pas encore trouvé, mais qu'on peut chercher ensemble, parce que je pense que le développement de la consommation et du volume de produits ne peut pas se traduire par le fait de dire ouais voilà on vous donne une seule réponse, c'est celle-là. On n'a pas parlé par exemple de tout à l'heure des démarches HVE, haute valeur environnementale. Ça a été c'est beaucoup évoqué depuis des mois et des mois. C'est une démarche qui est intéressante aussi. Et il y aurait une volonté d'aller vers l'identifier pour le consommateur, mais ça ferait encore une fois un repère de plus à gérer. Je suis pas sûr que ce soit très simple. Pour compléter un petit peu, donc si on regarde ce qui se passe ailleurs, aux États-Unis, ils ont déjà une segmentation de l'offre au niveau des vins bio, puisqu'ils ont des vins issus de raisins bio avec un niveau de cahier des charges. Un cahier des charges, donc dans la même réglementation, hein, dans la même hiérarchisation. Donc il y a des vins issus de raisins bio, il existe des vins biologiques, et un petit peu ce qu'on pourrait penser comme un vin nature, c'est les vins avec 0 intrants. Voilà, donc ils ont une segmentation qui est claire, qui est réglementée. Nous, c'est vrai qu'en Europe, la segmentation n'a pas été pensée dans le cahier des charges européen. Aujourd'hui, d'un point de vue français, l'INAO quand même est en train de réfléchir à ces vins nature, ou trouver un segment. Donc il y a plusieurs questions. Quelle est la définition? Quel est le vocable utilisable? Et comment on le gère après d'un point de vue réglementaire. Les questions aujourd'hui, en tout cas l'INAO, sont réfléchies. Il y a encore du travail, c'est pour ça que cette conférence, qu'est-ce qu'un vin bio, elle a, je pense, une longue vie devant elle.